Inter pares numéro 3. Un livre que j'ai lu récemment, enfin avant l'été, il n'y a pas très longtemps, c'est celui-ci, Vie et mémoire du Dr Pi, de Edgar Bailey. C'est publié aux éditions Do. Je ne connais pas du tout cette maison d'édition. Le livre, en fait, je l'ai acheté sur le conseil de Pierre Barrault. Alors aujourd'hui, je vais aussi vous parler de Pierre Barrault. C'est normal. Donc vous allez voir pourquoi. C'est pas juste parce que c'est la personne qui m'a conseillé de lire ce livre, c'est parce que quand quelqu'un qui se trouve en plus être soi-même écrivain vous conseille un livre, bah vous lisez ce livre de manière un peu bizarre en pensant à la personne qui vous l'a conseillé. Enfin, moi ça me fait ça, je ne sais pas si vous, ça vous fait ça. Et donc, Vie et mémoire du Dr Pi, Edgar Bailey, en dépit de son nom à consonance anglophone, c'était un écrivain argentin, et la traduction est de Jean-Marie Saint-Lut. Alors j'aurais pu aussi faire ce prolongement-là, d'essayer de débusquer dans ma bibliothèque tous les livres que j'ai qui sont traduits par Jean-Marie Saint-Lut, parce que moi je ne lis pas l'espagnol, très très mal en tout cas, et donc j'ai beaucoup de littérature hispanophone traduite. Et Jean-Marie Saint-Lut, c'est quelqu'un qui a traduit mais des quantités de textes. Et voilà, et j'aurais pu aussi faire ça. C'est une autre manière éventuellement de prolonger la lecture de départ avec d'autres lectures. C'est le principe de cette série Inter pares. Je signale pour ceux qui ont raté le début ou qui ne sont pas attentifs. Alors, Edgar Bailey, donc écrivain argentin, dont j'avais jamais entendu parler. Vérification faite sur le web, né en 1919, tiens, comme quelqu'un d'autre, Robert Pinget, on va en parler aussi. Et voilà, ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé de Robert Pinget en même temps, on ne peut pas trop me faire de reproches là-dessus. Mais enfin, on va revenir à Edgar Bailey. Ce livre-là, paru en 1983 en espagnol, donc n'avait jamais été traduit. La traduction aux éditions Do, ou Deo, je ne sais pas comment il faut dire, elle remonte à 2016. Donc j'ai dû évidemment commander le livre, tout ça, bon, comme d'habitude. Et c'est un livre complètement bizarre, qui est fait de plein de fragments, et dans lequel le fameux Dr Pi n'a pas d'existence linéaire, n'a même pas d'existence logique en tant que personnage, je veux dire. C'est une figure éclatée, au sens où l'a très bien étudié, démontré Xavier Garnier, dans son très beau livre, qui s'appelle d'ailleurs L'éclat de la figure, et que je vous recommande. Si j'y pense, je mettrai toutes les références en dessous. Et en fait, cette diffraction fait que c'est comme un rhizome, en fait. Le Dr Pi, il revient dans tous les chapitres, et c'est le même, et c'est jamais le même. Donc c'est très dérangeant comme lecture, dérangeant au bon sens du terme, désorientant. Alors il y avait plusieurs chapitres que j'avais notés un petit peu. Je vais choisir, pour la brièveté de la vidéo, le chapitre le plus bref, mais qui n'est pas forcément le plus représentatif. En revanche, c'est celui qui va me permettre ensuite de lire un extrait de L'aide à l'emploi de Pierre Barrault, 2019, édition Louise Bottu. J'en ai déjà parlé, mais je vais en relire un passage que je n'avais encore, je crois, jamais cité. Ça, c'est Edgar Bailey, Vie et mémoire du Dr Pi, traduction Jean-Marie Saint-Lut. Une vieille dame prend le car. Le car sort de la ville. J'ai les billets dans mes poches. Une vieille dame place le paquet marron sur le porte-bagages. Merci, merci. Le car s'arrête, un homme en uniforme monte. Voici les billets, lui dis-je. Je cherche simplement un paquet marron, me répond-il. Le car continue sa route entre forêts et plaines. La nuit tombe. La dame ouvre la fenêtre et prend le paquet avec l'intention de le jeter. Mais l'homme en uniforme bondit et le lui prend. Personne n'a rien vu. La dame se tait et referme la fenêtre. Les arbres s'assombrissent. L'homme en uniforme ouvre le paquet marron et en surgit le Dr Pi, son costume légèrement froissé. C'est la page 27. Alors, effectivement, un texte dans lequel il y a ce genre de fragments brefs, recommandé par Pierre Barrault, c'est pas étonnant. Pierre Barrault, L'aide à l'emploi, chapitre 17. Ouais, je triche, il n'y a pas de chapitre 17. Page 103, édition Louise Bottu. Je me réveille en sursaut avec cette phrase à l'esprit. Vous me faites pendre en une vaste concrétion. Je me lève, franchis la porte de ma chambre et me retrouve non pas dans le couloir de mon appartement, mais dans les toilettes d'un restaurant. Du moins, je pense que ce sont les toilettes d'un restaurant. Mon téléphone sonne. J'aimerais bien répondre. J'aimerais bien, mais je ne peux pas. Je ne peux pas répondre,
puisque je n'ai pas mon téléphone avec moi. Mon téléphone est vraisemblablement toujours dans ma chambre. J'attends que les choses d'elles-mêmes rentrent dans l'ordre. Je suis patient. De nouveau le téléphone sonne. Je commence à trouver le temps long. Je sors des toilettes et constate que je suis bien dans un restaurant. Une serveuse blonde et rondouillarde me tend 2 assiettes sales que, poliment, je refuse de prendre. La serveuse insiste, m'adresse un clin d'œil et dit « Allons, allons, pas d'histoire, mon petit tartalbure !» Cette phrase, la serveuse la prononce avec la voix du conseiller, de mon conseiller, de Dolanesque. Il n'y a pas le moindre doute. Je ne sais trop qu'en penser, je dis « Dolanesque, c'est vous ?» La serveuse dit « Non ». Puis les choses rentrent dans l'ordre et je me retrouve dans le couloir de mon appartement. Et alors pour la 3e fois, le téléphone sonne. Je m'empresse de regagner ma chambre et je réponds « Allô ? Artalbur, Dolanesque à l'appareil. » Figure-toi que j'étais justement sur le point de te radier. Tu as été bien inspiré de répondre. 3 fois que j'essaie de te joindre. Oui, 3 fois. C'est très grave et j'aimerais au moins que tu en aies conscience. J'en ai conscience, Dolanesque, je n'y suis pour rien. J'étais dans les toilettes d'un restaurant et enfin, c'est-à-dire que c'est toujours mon problème de porte qui... Son problème de porte. Vous en ai déjà parlé ? Ah, lui. Enfin, je pense que c'est à cause de Cron. Non, ça suffit maintenant. Je coupe le passage. Et donc, comment ça s'orchestre ? C'est sur le mode burlesque, c'est sur le mode humoristique. Mais on sent que la bascule est toujours possible. On n'est jamais loin de David Lynch, par exemple. Et David Lynch, c'est rarement rigolo quand même. Ou alors, il faut le regarder avec, je sais pas, un certain recul. Et donc, il y a ça dans l'aide à l'emploi, il y a ça dans l'écriture de Pierre Barreau, cette espèce de décalage permanent qui vient d'une recherche du décalage. Il y a des décalages qui ne sont pas perceptibles. Je ne peux pas commenter la langue nécessairement de Edgar Bailey parce que c'est une traduction. Je n'ai pas relu en détail certains passages. Ma lecture remonte à il y a 3 mois maintenant, ou pas loin. Mais, oui, non, il y a 3 mois, largement même. Mais voilà, mais par exemple, chez Pierre Barreau, Pierre Barreau, je l'ai traduit, enfin, j'ai animé un atelier de traduction autour de Clonc et ses dysfonctionnements. Et c'est imperceptible, mais c'est des décalages qui sont syntaxiques. Au début du texte que j'ai lu, j'attends que les choses d'elles-mêmes rentrent dans l'ordre. Vous avez à traduire ça, vous vous dites, bon ben voilà, j'attends que les choses rentrent dans l'ordre d'elles-mêmes. Mais c'est pas ça. La place de d'elles-mêmes, c'est pas à la fin de la phrase, comme on s'y attendrait, c'est les choses d'elles-mêmes rentrent dans l'ordre. Alors, est-ce que c'est d'elles-mêmes, effectivement modifiant, elles rentrent dans l'ordre, en elles-mêmes, ou est-ce que c'est les choses d'elles-mêmes ? Est-ce qu'il y a une espèce de réflexivité qui crée un nouveau pan philosophique ? C'est toutes ces petites choses qui sont aussi dérangeantes, je disais tout à l'heure, déstabilisantes, désorientantes. Il y a un maître de ça, c'était Pinger. Mahut ou le matériau, 1950, je sais jamais, 2, 3, 1952, du premier coup. Début de la 2e partie, Mahut bafouille. Très important le bafouillement. La sonnette. Si par exemple les gens qui sonnent, tu vas leur ouvrir la porte, ils te font des révélations, ils ont très envie. Ils font semblant de se tromper, ils te demandent « c'est bien ici chez machin ?» Si tu leur dis oui, ils savent que tu te trompes, ils entrent. Ils commencent à te dire « nous autres chrétiens » ou « nous autres voyageurs ». Tu te méfies. Tu sais que lorsqu'ils disent « nous autres », c'est qu'ils n'en font pas partie. C'est des gens qui cherchent à embêter. Ils font semblant d'être avec ceux qu'ils disent avec « nous autres », mais ce n'est pas vrai. Ils veulent te tirer les vers du nez. Ils veulent que tu t'embrouilles et au lieu de t'aider, ils te font des révélations. Pas sur nous autres, justement, sur eux. Pourquoi font-ils semblant d'être nous autres ? Pourquoi ? Et alors ces révélations, si tu les écoutes, tu es fichu ? Ça commence toujours par la vérité, c'est leur manie. Ils te disent que la vérité les a terrassés, qu'ils cherchaient Dieu, qu'ils ont trouvé ta porte, et toi tu te mords les doigts d'avoir répondu « oui, c'est bien ici, chez machin », parce qu'ils sont obligés, pour ne pas avoir l'air de mentir, de te dire « monsieur machin ». Et les révélations qu'ils te font sont tellement justes que tu oublies un moment que c'est sur eux. Tu crois qu'elles se rapportent à toi. Ils s'en vont. Si tu te souviens que machin habite au-dessous, tu leur cries qu'ils se sont trompés. Et vite, quand tu as refermé la porte, tu fais grrrr,
gras dans ton mouchoir. Mais si tu ne te souviens pas, il ne faut jamais ouvrir aux gens qui vont nous dire, nous autres. On les reconnaît à leur coup de sonnette. Voilà, ça c'est Pinget m'a eu. Bon, tout ça c'est parti un peu en vrille, en vrac, en capilotade, et c'est normal parce que c'est un texte en capilotade qui était le point de départ de cette vidéo. Vie et mémoire du Dr Pi, Edgar Bailey, édition d'eau, traduit par Jean-Marie Saint-Luc.